Chers auditeurs du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Pierre-Yves pour discuter des événements qui ont lieu au Royaume-Uni, qui sont partis, en tout cas de l'événement du 29 juillet, pendant lequel un jeune homme d'origine rwandaise a tué avec un couteau trois petites filles à Southport. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la situation, Pierre-Yves? Que, si tu veux, comment dire, que j'aurais aimé ne pas avoir à te sortir de tes vacances pour quelque chose d'aussi ignoble et que malheureusement, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un été aussi pourri. Donc, bon, mais il y a beaucoup de réflexions à en tirer parce que je vois des gens prendre le problème de travers et pour beaucoup de manière biaisée. Et, euh, et particulièrement, alors, les européistes habituels qui oublient, enfin, les européistes importants, donc macronistes, et leurs laquais européistes de droite. Parce que bon, il y a la table des maîtres, et il y a les miettes de la table des maîtres. Bon, donc, on va prendre les choses dans leur ordre, c'est-à-dire l'événement, ses conséquences, leurs traitements respectifs, leurs impacts par rapport au contexte britannique, leurs leçons dans l'intérêt de la France. Bon. Donc, premier point, l'acte en lui-même, évidemment, quand on se dit un immigré qui tue au couteau, on pense tout de suite islamisme, al-Souri, etc. Je vous rappelle hein, le fameux djihad moléculaire, hein, le djihad du quotidien. Évidemment, on y a pensé. Or, il est rwandais, il y avait extrêmement peu de chances qu'il soit musulman. Il ne l'est pas. Donc, qu'est-ce qui a motivé son acte? Alors, évidemment, Libération pleure sur lui, sa vie est foutue. Enfin, je rappelle qu'il a tailladé un certain nombre de gamines, dont certaines sont toujours à l'hosto. Il y a, on a tué 200 froids, trois toutes petites, mignonnes, mignonnes comme des cœurs, hein, comme des petites filles de cet âge. Euh, Moi, à titre personnel, ce petit ange, puisque le Libération le prend pour un petit ange, pour ma part, le petit ange aurait terminé au bout de ses ailes. Hein. Je le dis assez clairement. Donc, à titre personnel, peu importe d'ailleurs, parce que est-ce qu'il est fragile psychologiquement, pauvre chéri? Parce que à chaque fois, on nous fait le coup du fragile psychologiquement. Et si vous voulez, quelqu'un qui est instable, qui est déviant, a peu, comme son nom, comme disons ses qualificatifs l'indiquent, a peu de fixité ou de stabilité sur ses appuis psychologiques, psychiques. Et là, pour le coup, il y a quand même une stabilité extraordinaire dans l'identité des victimes. C'est-à-dire qu'ils sont désaxés, mais ils savent retrouver l'axe de la bonne victime. C'est-à-dire que ce sont des, euh, des personnes de type caucasienne, vulgairement appelées, et des personnes de type blanche, enfin occidentale. Euh, et et c'est eux qui trinquent. Déjà, le, je le dis assez sincèrement, la manière dont on essaye, pauvre petit Angelot, est-ce qu'il est pas désaxé? À titre personnel, c'est plus la question. La question, c'est pourquoi ces gens qui sont si facilement désaxés attaquent les mêmes personnes. Est-ce que, comme beaucoup de gens qui ont peut-être, comment dire, des débilités légères ou des problèmes psychiques, est-ce qu'ils ne sont pas, parce que le fou nous dit quelque chose de notre époque, quel que soit son type de folie, est-ce qu'ils ne sont pas euh, les buvoirs, enfin les buvards ou les éponges de certaines pulsions morbides du temps.
ces pulsions morbides qui se cristallisent sur la haine occidentale, sur la haine anti-blanche, sur... d'ailleurs, vous avez remarqué le silence assourdissant de toute une partie de la classe politique à l'extérieur de la Grande-Bretagne et particulièrement en France. Alors, vous avez les hommes de M. Mélenchon qui ont tous repris le terme abominable. Ça se sent, parce que je pense évidemment qu'une bonne partie des députés de la France insoumise ne trouvent peut-être pas ça si abominable que ça, parce que ce qui est très drôle, c'est d'utiliser toujours le même adjectif. Ça sent, si tu veux, son mail qui est parti en direct du bureau politique. Tu vois, quand on a été en délégation parlementaire, on sait exactement comment ça se passe. Hein, n'oubliez pas de dire ça, élément de langage. Hein, donc, parce que j'ai trouvé sous beaucoup la plume abominable. C'est abominable, il y a pas, l'adjectif n'est pas injuste. Le problème, c'est que la langue française a beaucoup de mots euh, pour, euh, pour qualifier ce type d'acte et pour qualifier l'infrahomme qui a exécuté ça. Parce que moi, et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que on nous a refait le coup dans une certaine gauche de ah, il n'y a que quand les victimes sont de votre type et que l'assassin est d'un type différent que ça vous intéresse. Moi, à titre personnel, je vous le dis tout de suite, chers amis, vu que vous nous avez fait le coup avec la pauvre gamine là, qui a été tuée par un désaxé blanc, même chose pour la pauvre petite qui a été étranglée par celui qui faisait mine d'être son beau-père. Moi, à titre personnel, il faut bien comprendre notre mouvement de pensée. Nous savons très bien que comme tout type humain, notre notre communauté nationale génère des déchets. Et à titre personnel, j'ai des idées très arrêtées sur la manière de les traiter. Parce que tous ces braves gens auraient été sous ma dextre, ils seraient déjà en train de sécher sous un arbre, on n'en parlerait plus. Donc, parce que je suis rigoriste, hein, moi j'ai travaillé avec des jeunes femmes, principalement, hein, dont les vies ont été brisées par les actes dont elles ont été victimes. Bon, si vous voulez, ça donne pas une vision rédemptrice de l'être humain. À titre de pensée pénale, je suis un utilitariste, donc je ne crois pas en la défense sociale. Je ne crois pas on va prendre l'exemple du couteau, que le ricochet de la lame sur le poitrail de ces pauvres petites était le ricochet d'un racisme systémique ou d'un refus de la société. Non, non, non. Cet être est responsable, quoi qu'on pense de lui, et il doit être traité comme tel, c'est-à-dire sa folie n'incluant que le fait qu'il ne soit pas uni, qu'il soit neutralisé, et s'il n'est pas déviant, il est neutralisé et puni. D'accord? Mais de toutes les manières, il doit être neutralisé. Ça, c'est l'acte en lui-même. On s'est déjà attaqué à des enfants en France. Moi, quand je vois la même extrême droite à tout faire, hein, même là encore, on parle de déchets humains, qui vient me sortir gna 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 Brexit gamine. Je rappelle que dans le pays occupé par l'Union européenne qu'est la France, un, euh, un petit angelot, lui aussi arrivé par la bénédiction de l'ouverture des frontières, hein, qui est une bénédiction, ma chère, il faut le dire et le répéter, hein, parce que ferions-nous si nous étions enfermés sans cette diversité diversitaire et absolument, comment dire, festive et voire farceuse. Donc, je vous rappelle de l'affaire de ce mec qui a poignardé des enfants à dessein. Heureusement, aucun n'est mort. Heureusement. Et donc, ça arrive dans toute l'Europe de l'Ouest et dans tous les pays qui ont un fort problème migratoire, avec différentes latitudes. Je vais y revenir. Donc, ça, c'est l'acte.
Ensuite, les Britanniques s'énervent, et donc là, évidemment, on nous dit que c'est la haine, donc c'est le retour de la haine, parce que des Britanniques s'en prennent à des communautés immigrées. Les communautés immigrées font voir que leur communautarisme leur a permis de pouvoir sécréter rapidement des bandes d'autodéfense pour pouvoir faire ce qu'on appelle tout simplement euh, de la, de, de la ratonnade anti-blanc, pour être honnête. Et, et comment dire, je pense que euh, là commence le narratif de, vous voyez, cette Grande-Bretagne, gna gna gna. Alors, on n'est pas tombé sur les plus créatifs, là encore, comme d'habitude. Les fascismes, les années 30. Nous avons même le sémillant Antifa de la LFI qui, avec une sympathique veste à 1 000 euros, il ne faudrait pas qu'il se batte trop avec, hein, parce que ça coûte cher quand même, est allé donner des leçons prolétariennes à ses potes Antifa britanniques qui ont bien évidemment pris fait et cause pour les bandes immigrées. Donc très bien. Et on s'est dit, est-ce la fameuse guerre civile que d'aucuns attendent? Ça, nous le verrons dans toutes dans toutes euh, dans tous les retours pour la France. Donc, est-ce que cette réaction des Britanniques est saine? De toute évidence. Alors, vous me direz, pourquoi se sont-ils attaqués principalement à des cibles islamiques? Et pour une raison qui est très très simple, c'est que je vous rappelle que qu'il n'y a toujours pas eu justice pour les centaines, voire les milliers de petites filles britanniques qui ont été violées à la chaîne dans les scandales des viols ethniques. Et tout simplement, cette affaire a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous y reviendrons dans les leçons pour nous, hein. Donc, alors, au passage, il y a eu différents signaux faibles. Premièrement, de fraternisation de certaines bases de mouvements de gauche avec les nationalistes anglais. Je n'ai pas pu, parce qu'une partie de la gauche britannique est très gênée serait très gênée, ce qui serait logique par les Allah Akbar. Je n'ai pas pu le vérifier. À titre personnel, je pense que c'est minoritaire, connaissant la puissance des déviances au sein de la gauche et de l'extrême gauche anglaise. Donc, autre, signal faible que nous n'avons pas encore eu le temps d'identifier, ce serait le fait que beaucoup de ces bandes ethniques, comme certaines des des bandes de jeunes blancs, aient pu se coaguler aussi rapidement en termes de bandes d'attaque pour une raison, c'est qu'ils aient été motivés par des logiques de maîtrise de territoire pour l'économie informelle. Pour les bandes britanniques de souche, je demande vraiment à voir, mais voilà, c'est un signal faible qui est issu de différents services, donc je vous le retranscris tel quel. Je pense qu'il faudra retraiter cette information quand nous aurons beaucoup plus de données, qu'il y ait une partie non négligeable d'économie informelle derrière les soulèvements de Pakistanais qui m'ont eu l'air quand même très organisés. C'est-à-dire que, comme place forte, ils utilisent les mosquées, etc. Ce qui n'est pas délirant, hein, quand on connaît la sociologie de leur communauté. Mais bon, tout ceci m'a eu l'air, disons qu'il n'y a pas eu tellement d'effet de surprise. Bon. Donc, donc, évidemment, si on voit le traitement des deux affaires, alors le traitement par la presse est très simple. Et le traitement par les autorités britanniques l'est tout autant. Le traitement par le nouveau Premier ministre britannique travailliste et européiste, ça a été d'augmenter la censure, de faire arrêter des gens maintenant pour des tweets et des retweets, hein, ce qui a fait dire à Elon Musk, qui est l'une des cibles de cela parce il a dit que la guerre civile était inévitable, non pas qu'il la souhaite, mais il la pense inévitable, et quand on en est là, on ne peut pas dire que ce soit si délirant.
Et il a appelé ça la woke-stasie, parce que maintenant, c'est ce qu'on pourrait appeler la jurisprudence suisse. Hein, comme vous le savez, en Suisse, quand une femme avec de l'embonpoint et queer vous insulte et que vous dites que c'est une queer qui a de l'embonpoint, vous pouvez aller en prison pour ça. Ça fait cher de la consonne et de la voyelle. Là encore, pour une personne qui de toute évidence a de l'embonpoint, j'en ai aussi, c'est une consoeur. Et le problème, c'est que moi, je me vois pas envoyer quelqu'un en prison pour vous dire que j'ai de l'embonpoint. J'ai de l'embonpoint. Donc, mais le et bon, c'est elle qui est queer d'ailleurs, c'est ce qui est tout à fait son droit. Le problème, c'est que quand elle dit je suis queer et qu'elle vient vous emmerder, si vous lui dites tu es queer et tu m'emmerdes, jusque-là, les deux choses sont dans l'exceptio veritatis, hein, vu que la première, c'est elle qui vous l'a dit, et la seconde, c'est elle qui vous le fait, bah, elle vous envoie en tôle. Ça fait cher de la consonne et de la voyelle. Les Britanniques mettent encore la barre toujours plus haut, toujours plus fort, nous sommes en période olympique, et de dire maintenant, c'est le retweet. À tel point que quand je vois toutes ces enchères qui montent, je comprends pourquoi mon avocat ne regarde pas mes vidéos. Enfin, mes avocats ne regardent pas mes vidéos. Hein. Ce qui est dommage, ils pourraient tomber fan. Donc, bon. Alors, ça, évidemment, la presse parle de bande nazie, le retour des skinheads, enfin, de tout ça, tout ça. Je vais vous prendre le cas d'une émission française qui est une déjection, qui s'appelle C'est dans l'air, qui était l'ancienne émission de Calvi, que j'estime avoir toujours été une déjection, mis à part que comme personne ne voulait aller sur cette antenne, ça a permis à des gens qui pouvaient, au demeurant, être des gens sympathiques, je pense à Marc Toiti ou à d'autres, d'aller y dire quelques vérités avant d'être éliminés. Mais par exemple, géopolitique, c'était la, la lourde langue de coton de Pascal Boniface. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les positions disons, multiculturalistes et pro-palestiniennes du monsieur ne sont plus, en tout cas pour la moitié d'entre elles, en odeur de sainteté. Donc, mais néanmoins, faut être honnête, hein, parce qu'il faut admirer la constance, si tu veux. C'est une émission qui a mal commencé, qui a très mal continué. Je trouve qu'elle finit en une véritable gerbe, donc il faut admirer la constance, si vous voulez. Ce qu'on appelle en technique la constance hollandienne, hein, par hommage à Hollande François, hein, qui, comme vous le savez, a fait un fin de mandat nul, un début nul, et pour être honnête, le milieu n'était pas terrible non plus, ce qui est une constance. Et qu'il faut respecter. Hein, le, être constant dans la médiocrité est aussi un talent. Donc, qui était, alors là, on était dans vous vous rendez compte, et, les gens qui parlent de la guerre civile, c'est parce qu'ils veulent faire la guerre civile. Alors Jean-Dominique Merchet, qui n'en peut plus de lui-même, qui est quand même un journaliste macronien de défense, donc vous pouvez dire que c'est un ennemi, comment dire, chimiquement pur de l'armée. Alors lui, il a été encore mieux, il a dit, vous savez, Elon Musk est un entrepreneur innovateur, Henry Ford l'était aussi, Henry Ford est antisémite, donc Euh, ouais. euh, bon, je dois dire que j'étais pas sûr de la chute. Et je suis. Bon, ça ne m'étonne pas de quelqu'un qui écrit dans le torchon numérique, c'est-à-dire qu'on peut même pas on peut même pas récurer les lieux d'aisance avec, quelle opinion. Euh, le, je suis pas surpris. Euh, mais si vous voulez, faut faire attention de trop de triturer la catégorie de l'antisémitisme, parce qu'on va on va finir par accuser des gens innocents et couvrir des coupables qui, eux, sont réellement antisémites. Donc, à un moment, et surtout, bon, voir les années 30, un peu comme le faisait Daniel Lindenberg, l'ancien commissaire aux idées propres, voir les années 30 tous les 2 jours dans la rue, comme si on était à ça de la marche sur Rome, va falloir aussi un moment éviter comment dire, le bégaiement historique.
parce que nous n'y sommes pas et de loin. Donc, maintenant qu'on a vu l'acte, ses conséquences, la manière dont il a été traité médiatiquement, euh, donc là, c'est vraiment un rappel. Maintenant, le contexte britannique et les leçons pour nous. Le contexte britannique, nous allons le diviser en trois. Contexte britannique et immigration, contexte britannique et Brexit, contexte britannique et avenir. Alors, déjà, question, aujourd'hui, la Grande-Bretagne paye évidemment une politique migratoire qui a débuté très tôt et donc elle a un double problème, un problème de flux et un problème de stock. C'est-à-dire qu'il y a trop d'immigrés nés sur le sol britannique et il y en a trop qui arrivent. Bon, très bien. Au passage, la Grande-Bretagne, vis-à-vis de ces immigrés, a développé une stratégie communautariste dont nous allons dire quelque chose parce que on va se rendre compte qu'en fait, et c'est un anticommunautariste qui vous le dit, euh, oui, elle a amplifié le phénomène, mais pas de la manière dont on pense. En tout cas, pas dans les proportions euh, que nous pensons. En réalité, la Grande-Bretagne, son problème migratoire s'identifie à un homme que vous connaissez, mais sur lequel on a dit beaucoup de méchanceté et qu'il le mérite, qu'il ne le mérite pas, qui est Enoch Powell. Enoch Powell, qui a fait le discours de Birmingham, c'est appelé discours des rivières de sang. Alors, tout simplement, Enoch Powell est un grand spécialiste de pensée antique, comme Boris Johnson. Il est ce type d'homme politique qui ne peut plus naître en France, hein, qui sont des gens qui ont un vrai violon d'ingres intellectuel, tout simplement parce qu'ils sont sortis des grandes universités britanniques et, euh, et malheureusement, enfin heureusement d'ailleurs pour eux, ils ne sont pas passés par le moule des écoles de hauts fonctionnaires français. Très bien. Donc, Enoch Powell, en réalité, Enoch Powell n'est pas du tout détruit politiquement. Nous allons publier un texte sur lui par un spécialiste, parce que je pense qu'il fait partie des hommes qui ont été revendiqués par une certaine droite à tort. Et parfois, il faut pas, comment dire, il faut, il faut, il faut éviter de s'exonérer sur les tons. Or, Enoch Powell dit quoi? Il dit qu'il voit la Tamise se gorgeant de sang. Évidemment, c'est une référence antique, hein, le Tigre se gorgeant de sang. Et il n'est pas du tout détruit pour ça. Il est détruit au sein du Parti conservateur parce que c'est un opposant à l'Union européenne. Et en réalité, que ce soit lui, que ce soit Farage, que ce soit Johnson, euh, la différence de Johnson et des deux premiers, c'est que lui, il a été Premier ministre, donc il devait jouer aussi avec un groupe parlementaire. Nous allons y venir dans un deuxième point. C'est qu'ils ont compris que le système est un tout cohérent. Alors vous me direz, ce n'est pas une grande nouvelle. Si, si, vu que même la droite radicale française ne l'a toujours pas compris. Euh, les populistes français ne l'ont toujours pas compris. C'est-à-dire que, parce que le néolibéralisme est global, le mondialisme est occidental, très largement. Vous avez une participation au mondialisme tout à fait ténue de certains pays d'Asie. Par exemple, on peut remarquer qu'il y avait un Japonais dans le grand rapport sur l'ingouvernementabilité des démocraties à la trilatérale. Oui, mais néanmoins, ce rapport est très majoritairement le rapport Michel Crozier, Samuel Huntington. Très clairement. C'est seulement que comme il fallait un rapport trilatéral, il fallait que le troisième membre de la trilatérale soit dedans. Mais n'oubliez jamais que le Japon, parce qu'il refuse la logique des accords de Neyborg, qu'acceptera l'Allemagne donc d'être le pilier du mondialisme monétaire, le Japon est plus enrôlé parce qu'il ne croit pas
au mondialisme. Le mondialisme et le néolibéralisme sont, disons que l'un est le porteur, et l'un est un, comment dire, un modèle d'organisation de l'autre. C'est-à-dire que le néolibéralisme, c'est avant tout le fait que la société se venge de l'État par la promotion tous azimuts de l'idée de marché. Vous avez eu un néolibéralisme japonais, très nettement, hein. Mais il a dû se soumettre à la culture japonaise. C'est-à-dire qu'il est passé par le Meiji, il est passé, enfin, le Meiji devenu Meiji, il est passé par la structure des Aibatsu. Bon, il est passé par la société japonaise et il l'a traumatisée, hein, très nettement, mais il n'est pas arrivé à la réécrire ou à la détruire. Très bien. Parce que les Japonais n'ont jamais été mondialistes. Ils ont pu être cosmopolites pour une partie de la gauche japonaise antimilitariste, c'est vrai. C'est surtout la gauche de l'immédiate après 45, hein. Mais mondialiste, non. Objectivement, le mondialisme, si tu veux, se divise en deux grandes branches qui sont un mondialisme que je qualifierais d'un wilsonisme, donc beauté par nature, militariste par nature, occidentaliste par nature. Et de l'autre, euh, un mondialisme rentier, euh, nihiliste, qui est celui de ce que Samuel Huntington appelait l'homme de Davos, qui est né bien après le premier, vu que le premier est l'œuvre profondément, hein, des des grands maîtres de la guerre froide. Ce mondialisme-là, qui est grosso modo, enfin, n'est pas mort, il est toujours là parce qu'il est l'acmé. Enfin, il est l'acmé de la puissance américaine et il est l'acmé on fera traduire les ouvrages là-dessus, c'est quand même des trucs passionnants, de la grande idée américaine d'organiser les routes de la mondialisation en même temps que d'en organiser le tempo par les organisations internationales dans la main de l'Amérique. Évidemment, tout ceci est un mondialisme, très nettement. Mais comme tout système impérial, la mondialisation qui a été décrétée, hein, si vous voulez profondément, euh, a secrété une idéologie qui est le mondialisme, et elle, c'est une idéologie pour les laquais. C'est une idéologie pour les Français, si vous voulez, alors pour les laquais selon leur rang. Dans ce système-là, les Britanniques sont au même rang que nous, vis-à-vis de la puissance américaine. C'est-à-dire des laquais un peu choyés parce que on a encore une place dans leur doctrine militaire, etc. Mais on nous aime soumis. Dans ce système-là, vis-à-vis de l'Amérique, nous sommes tous au-dessous de l'Allemagne, vu que l'Allemagne est, lui, à rang de flic de quartier pour l'Europe. Donc, mais la France et la Grande-Bretagne sont les deux puissances à maintenir sous contrôle. Je vous rappelle qu'il y a une hostilité des élites américaines, particulièrement démocrates, à l'égard de la Grande-Bretagne comme à l'égard de la France. Bon, ça va avoir son importance. Donc, ce mondialisme-là a pénétré profondément les élites européennes. Et il s'est manifesté différemment selon les habitudes culturelles des élites en question, selon leur surmoi, selon leur habitus, selon. Et dans une part de cette idéologie, il y a principalement dans le monde anglo-saxon et aux États-Unis et en Grande-Bretagne, il y a dans ce mondialisme-là alors en France aussi, mais en France, comment dire, ça s'arc-boute pas sur la race, ça s'arc-boute sur la culture. C'est-à-dire que en France, c'est la francophobie, très nettement. Mais la francophobie, elle n'est pas ethnique, tout simplement parce que l'ethnie n'est pas dans nos gammes de pensée habituelles. Là où elle devient délirante, c'est, comment dire, c'est tout ce qui est, faut être honnête, la
haine anti-blanche qu'il y a dans une partie des idéologies anglo-saxonnes. On peut trouver ça également dans le monde germanique, mais ça nous emmènerait trop loin. Et en Grande-Bretagne, il y a malheureusement, sur la question de l'immigration, il y a ces deux couvercles. Le premier, c'est tant que le système, chacun reste dans sa communauté, vu que euh, la Grande-Bretagne est une société de caste historiquement, mais dont la principale sélection se fait par l'argent aujourd'hui, pas du tout par la race, par l'argent, d'où le rôle, par exemple, en promotion d'élite de la City toujours aujourd'hui. Euh, et de l'autre côté, dans le rapport à l'immigration, il y a vraiment une honte ethnique. Nous, on essaye de nous la vendre, mais nous, ça marche mal. Mais qui vont très loin. Je vais vous donner l'exemple d'un des principaux penseurs de la haine anti-blanche, hein, qui est Noël Saul Ignatine de naissance, de son nom de plume Noël Ignatieff, donc qui est décédé en 2019, il est né en 1940, vient de Philadelphie. Alors lui, il avait fait toutes ses études d'histoire. À la base, évidemment, il est militant, il se dit militant communiste, mais de ce communisme anglo-saxon très particulier. Et il commence ses travaux sur comment, je vous le dis, je vous le résume, pardonnez-moi de vous le divulgacher, mais pour qu'on fasse vite, il fait ses recherches sur comment les Irlandais sont devenus des Blancs, à partir évidemment de l'assimilation des Irlandais euh, aux États-Unis par les WASP à la condition noire. Et au lieu de voir, parce que par exemple chez nous, Yona Duro, grande spécialiste du monde anglo-saxon, qui a travaillé sur ces questions, au lieu de voir que en réalité l'esclavage n'est pas une question raciale, aux États-Unis au début, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu un esclavage des Blancs absolument monstrueux, aussi monstrueux que l'esclavage des Noirs, et qu'on a séparé ces deux questions. Pourquoi? Parce que la fraternisation entre les esclaves rendait l'esclavagisme très dur à maintenir. D'où le fait que beaucoup de mots qui sont ou qui viennent du vocabulaire des esclaves ont, par exemple, des souches irlandaises. Mais au lieu de prendre ça comme ça a été, c'est-à-dire, et comme un marxiste originel l'aurait fait, c'est-à-dire que c'est une accumulation primaire du capital absolument ignoble qu'est l'esclavage, mais qui a été universelle, qui a frappé certaines populations de manière discriminante, mais ça l'a toujours fait. Je vous rappelle que l'esclavonie, c'est au nord de la Grèce, c'est que c'était les prisonniers de guerre, les dettes de jeu, etc. Donc c'était ce qui est normal d'ailleurs que ce soit défini, vu qu'à la base, esclave, c'est une catégorie juridique. C'est-à-dire, c'est un être vivant dont vous faites un bien meuble. Bon. Ce qui évidemment n'est pas du tout légitimer la chose. La seule chose, c'est que toutes les civilisations l'ont fait. Et de voir le racisme, chose qui ne peut débuter si vous voulez, la xénophobie est certainement éternelle, le racisme est quelque chose de précis, c'est quelque chose qui est né au 19e siècle, parce que il n'y a pas de racisme sans théorie des races. C'est aussi simple que ça. Bon. Et donc, toute cette école de pensée, derrière ce brave homme, entre autres, hein, M. Ignatieff, va parler de l'abolition de la race blanche, ce qui est, ils vont faire une revue qui s'appelle Traître de race, Race Traitor, et sur la haine profonde qu'il et ça va prendre. Ça prend beaucoup moins en France pour une raison, c'est que, enfin, c'est que pour nous, la blanchitude, c'est pas un critère de pensée. Enfin, dans le monde anglo-saxon, ça l'est. Dans le monde germanique, ça l'est. Le problème, c'est que faut pas oublier que beaucoup d'idées raciales au 19e siècle ont été utilisées contre la France parce que c'était de chercher l'authentique, hein, qui est une grande catégorie, par exemple, germanique du 19e, de chercher l'authentique en utilisant les découvertes qui venaient d'avoir lieu, hein, de chercher l'authentique face à l'abstraction qui était la citoyenneté, la nation issue de la Révolution française. Donc, le, euh, donc, si vous voulez, nous, ça n'a jamais été trop notre truc. Mais de là à en avoir honte, il y a, si vous voulez, déjà, nous appartenons à une civilisation où la faute n'est ni collective ni transmissible. Donc, si vous voulez, vos hégémonies, les blancs, les noirs, les jaunes
ou les rouges et jaunes à petits pois, n'a aucun sens pour nous, culturellement parlant. Or, ça, c'est en train de pourrir en Grande-Bretagne comme aux États-Unis, mais particulièrement en Grande-Bretagne parce que c'était une nation impériale, parce qu'il y a dans l'âme britannique une espèce de honte de l'identité. Enfin, c'est terrible. Ils ont un rapport torturé au fait impérial, un peu comme nous. Un peu comme nous, parce qu'en même temps, c'est- comment dire, et ça, il y a quelqu'un qui le voit très bien, c'est Jean-Loup Bonamy. Si je peux vous recommander un peu de lui, parce que je trouve il y a quelque chose chez ce jeune homme. Euh, En réalité, il y a une ambiguïté coloniale. C'est-à-dire que en Grande-Bretagne, alors en France, il y a eu le déchirement post-colonial. Parce que une partie de l'élite ne voulait pas renoncer à l'Empire, alors que profondément, les Français y tenaient pas plus que ça. En Grande-Bretagne, une large partie de la population, je mets les Écossais à part, parce que l'Empire britannique, c'est un empire écossais, un peu comme l'administration coloniale, c'était un des domaines réservés des Corses, pour nous. Il y a eu peu de déchirement personnel. Pour une raison, c'est que les Britanniques, Bernard Lugan le raconte très bien, au cœur de la guerre, c'est vrai qu'une partie de la droite crache sur Churchill, il a tué l'Empire. Non. Il a fait en sorte que le largage de l'Empire coûte pas aussi cher que l'Empire. Euh, alors que nous, on y est allé pour des raisons idéologiques et donc déchirantes. Le problème, c'est que la Grande-Bretagne a eu une espèce de backdraft, hein, de retour de flamme, c'est-à-dire que alors que sa société est profondément antiraciste. Hein. N'importe qui vous dira que, par exemple, le monstre qui a tué ces trois gamines, il est né britannique, et pour tout le monde, il est britannique. Si vous voulez, c'est pas un immigré au sens, enfin, c'est pas un clando, c'est pas, voilà, il est, en plus, il est d'une paroisse, il est chrétien, a priori très engagé, etc., très bien. Mais, en plus, la société britannique ne le remet pas en cause son allégeance. Vous voulez, c'est vraiment une société de caste au sens de caste d'argent. Mais c'est pas une caste ethnique, si vous voulez. La pensée britannique, par contre, et ce qui est très drôle pour un peuple, alors qu'il n'est pas un peuple protestant, c'est un peuple anglican, avec une forte minorité catholique, c'est que c'est un peuple sur lequel l'auto-persuasion de la culpabilité marche pour des raisons. Il faudrait que malheureusement, l'un des proches du cercle, qui était l'historien britannique qui avait écrit une biographie de Gladstone et une de Disraeli, McTierney, qui m'avait présenté Pierre-Guillaume Deroux, malheureusement n'est plus. Mais il faudrait que j'en parle avec certains intellectuels britanniques amis. Comment ça se fait que, si vous voulez, que ça marche, alors que, si vous voulez, la Grande-Bretagne, il n'y a pas de peuple innocent. Et les Britanniques sont ni plus ni moins innocents que les autres. Si vous voulez, le- ils ont vécu des phénomènes de colonisation, la nôtre entre autres. Ils ont vécu, ils en ont fait, bon, si vous voulez, rien de nouveau sous le soleil. Mais depuis les années 70-80, et ils ont une école. Il faut pas oublier que dans les gauches britanniques, il y a, comme en France, ce qui est moins le cas par exemple, dans le monde germanique, mais ce qui est le cas aux États-Unis, il y a une vraie haine de soi disciplinée, vous voyez, qui a été intériorisée. Je le répète souvent, mais l'islamo-gauchisme est né en Grande-Bretagne d'une décision du marxisme anglais, hein, du trotskisme anglais, pardon. Hein. Le prophète et le prolétariat. Donc il y a ce qui est normal. Hein, la Grande-Bretagne est un des pays qui a le plus pensé le monde et la politique de l'histoire des hommes. Donc malheureusement, tout a un peu une racine en Grande-Bretagne, comme tout a un peu une racine en France ou aux États-Unis, si vous voulez. Et il y a une vraie haine de soi au sein d'une partie de la gauche britannique qui est délirante et qui est parfaitement, euh, parfaitement incarnée
par les ordres du Premier ministre actuel, qui sont délirants, c'est-à-dire de fracasser avant tout la révolte des autochtones et de faire à des sergents de police des communiqués filmés, commençant par Salam Alaikum. Là, on est seul, seul plafond, moquette. Donc, ça, c'est le premier rapport à l'immigration, une sorte de culpabilité postcoloniale qui, euh, qui évidemment est utilisée par les ennemis mondialistes et leurs laquais diversitaires pour une raison. C'est que la diabolisation, ça ne fonctionne que, qu'à deux conditions, pour les Anglais comme pour les Français. C'est-à-dire que ça ne marche que sur des populations qui sont euh, sensibles et solvables. On va prendre deux cas de grands colonisateurs. Un peuple qu'à titre personnel j'aime beaucoup et j'admire beaucoup, qui sont les Mongols. Et on va prendre le cas des Turcs. Les Mongols, ils ont une certaine sensibilité, ça se voit par exemple artistiquement, mais ils sont pas solvables. Donc personne va leur demander ni des comptes ni des ronds. Les Turcs, ils sont peut-être solvables, mais ils sont pas sensibles. Donc de toutes les manières, personne va leur demander quoi que ce soit. Il faut que ce soit des populations et solvables et sensibles pour que vous alliez pleurnicher, j'ai beaucoup souffert, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, alors que je le rappelle, nous sommes dans des systèmes qui sont... Nous ne sommes pas dans des systèmes de razzia et de vendetta, nous ne sommes pas dans des systèmes tribaux, nous ne sommes pas dans des systèmes justement de haine, nous sommes dans des systèmes de responsabilité individuelle non transmissible. C'est-à-dire, c'est ma faute, je paye ma faute, mes enfants ne payent pas ma faute, et mes cousins, le voisin, etc., parce qu'il m'est apparenté, ne payent pas ma faute. D'accord? Ce système-là, qui est au cœur de plusieurs conflits orientaux, je dis bien orientaux, hein, pas extrêmes orientaux, orientaux, et de plusieurs pensées orientales, ça se voit aussi dans une part de la pensée africaine, empoisonne, c'est des trucs qui empoisonnent tout ce que ça touche, hein. Si vous ne me croyez pas, voyez le conflit israélo-arabe. Donc, vous avez toutes ces représentations de l'immigration, plus la sociologie de l'immigration britannique. La sociologie, qu'est-ce que c'est? C'est vous avez deux types d'immigration qui sont des problèmes en Grande-Bretagne. Vous aviez une immigration européenne problématique, une immigration extra-européenne problématique. Ça, nous allons voir ça tout de suite dans le point 2, qui est de cette avant-dernière partie, qui est cette question de l'immigration et le Brexit. Parce que là, il y a eu énormément de malhonnêteté. Premièrement, toute une partie même de la droite européenne est venue nous dire que la Grande-Bretagne n'avait quasiment pas d'immigration avant le Brexit. Alors là, si vous voulez, les bras m'en sont tombés. Parce que là encore, et la France est bien placée pour le savoir, et je dirais même pas uniquement la France, je vous rappelle qu'il y a eu des émeutes extrêmement violentes en Irlande dont personne ne se rappelle contre l'immigration. Parce que si vous voulez voir un pays avec une âme multiséculaire de prêtres et de poètes dont l'européisme a fait une espèce de cloaque semi-prostitutionnelle, Dublin, ça se pose là, hein. Moi, si vous voulez, moi qui ai été pro-irlandais depuis ma plus tendre enfance, j'ai un portrait de Michael Collins dans mon bureau, c'est pas tout à fait pour rien. Je dois le dire que je suis horrifié, et je le dis d'autant plus, moi au Parlement européen, euh, je trouvais infect les mecs du Sinn Féin, parce que quand on voit ce que ces gens-là ont fait à leur propre pays, ça laisse rêveur. Or, là, pour le coup, il n'y a pas de Brexit à accuser, on est d'accord. Or, c'est le même problème. C'est le problème des flux et des stocks. Là encore, ce criminel, tout comme une partie des bandes ethniques qui sont là, sont des stocks. Vous avez un problème de flux. Mais le problème de stock, pourquoi est-il encore là? Pour une raison, déjà, le problème de stock, il ne se règle pas comme ça. Hein, il peut se régler comme ça quand vous êtes à Mindada, que vous avez un demi-million de travailleurs hindous en Ouganda et qu'en 3 semaines, vous les chassez. Je vous laisse deviner les méthodes. Si vous pensez qu'on va faire ça ici, vous rêvez. Comme disent les Québécois, vous rêvez en couleur. Donc, vous me direz, le Brexit a-t-il traité les flux? Attendez. Le Brexit, c'est la condition du retour à une vie politique normale
c'est-à-dire une vie politique où il y a des enjeux. Ce qui veut dire au passage que chaque pays est renvoyé à sa démocratie. Je vais vous donner l'exemple du Covid. Boris Johnson avait des idées sur le Covid qui étaient très bonnes. Il en a été arrêté par qui? Par son groupe parlementaire, parce que nous sommes dans un régime parlementaire. Point. Et je pense qu'une partie de la droite doit comprendre enfin ce qu'est une institution, au lieu de penser que le volontarisme peut tout. Alors oui, les grands hommes peuvent tout. Le problème, c'est que les grands hommes peuvent tout grâce au, au trompe-la-mort qu'est l'institution. Hein, on a fait des institutions pour résister à la mort, parce que Solon est mort, la démocratie athénienne a continué. Clisthène est mort, la démocratie athénienne a continué. Vous voyez la différence? Bon. Or, que ce soit Churchill, que ce soit De Gaulle, les institutions vous résistent aussi grand que vous soyez. Bon. Alors, c'est regrettable, mais c'est soit c'est un pouvoir qui est soit le pouvoir du dictateur, qui est donc dans l'essence et la volonté, mais une volonté qui est au service d'eux, on peut le regretter. Le problème, c'est que avons-nous réellement la volonté de ça avec tous les risques que ça comporte? Et je ne vous parle pas si le tyran est un enfant. La France est bien placée pour comprendre ça. Parce que là, pour le coup, ce n'est plus le politique ne vient plus de la volonté, mais vient du caprice. Et là, d'un seul coup, vous n'êtes pas face à un dictateur, vous êtes face à un tyran. C'est pas du tout la même problématique. Le problème, c'est que on va prendre deux cas face à l'immigration. Les stocks, les flux. La Grande-Bretagne peut agir sur ces flux. La France, non, sauf à la marge. Mais alors la marge de la marge. La France peut-elle agir sur son stock? Non, non, parce qu'elle tout simplement, elle est sous l'empire de la non-discrimination. La Grande-Bretagne peut-elle agir sur ses flux? Oui. Peut-elle agir sur ses stocks? Certainement, et encore un ou deux points juridiques à faire sauter, mais ça, c'est pas non plus irréversible. Ensuite, ça demande de la volonté politique. Là, ce qui s'est passé, et d'ailleurs, je reparle de cette émission C'est dans l'air, il y avait une espèce de blonde décolorée euh, qui était encore la moins répugnante de tout le plateau. C'est pour vous dire le niveau. Qui l'a bien dit, qui a dit, mais le Brexit a nuit à l'immigration européenne. Pourquoi? Parce que l'immigration européenne était une plaie en Grande-Bretagne, comme l'immigration extra-européenne. Le problème, voilà pourquoi ça s'est passé, parce que je vous rappelle qu'il y a des immigrés dont on ne parle jamais et qui se font un mal colossal, qui sont les travailleurs détachés. On a 600 000 en France qui bousillent des secteurs entiers d'activité. Alors, c'est quoi un travailleur détaché? C'est quelqu'un qui arrive avec le droit social de son pays, qui est généralement la Roumanie, la Bulgarie, etc. Euh, Ils détruisent le monde du travail, donc ils nuisent par nature. Et en plus, il suffit de voir nos statistiques pénitentiaires pour voir et encore, vous allez être heureux quand vous aurez les Albanais, parce que là, pour le coup, c'est de vrais Européens. Donc, ça va être encore bien pire. Donc, évidemment, le Brexit a d'abord agi sur ces mecs-là, vu que le droit européen est leur première pompe aspirante. Sur l'un des effets premiers, ça a été le retour des Britanniques dans certains corps de métier, la santé les routiers, et ça a été la participation à cette augmentation de près de 35% du salaire minimum en Grande-Bretagne. Bon. Ce qui veut dire quand même des choses relativement positives, il faut être honnête. Or, le grand souci, c'est qu'une partie du patronat, voyant les effets, a justement eu peur que sa rente migratoire et post-coloniale lui soit prise. Parce que la prochaine étape, c'était celle-là. À la décharge de Johnson, il s'est tapé entre-temps le Covid, enfin, oui, il a pas fait qu'enfiler des pertes. À sa décharge. Parce que quand on dit il a rien fait du Brexit, je trouve que c'est un tout petit peu fort de café. Voire même c'est très fort de café. Or, le souci, c'est que maintenant la Grande-Bretagne peut agir sur ses flux, sur ses stocks. Le souci, c'est va-t-elle le faire? Ça, le Brexit, et on ne vous l'a toujours dit, c'est la condition de toute action. Ça ne se substitue pas à l'action. Là, par exemple, vous avez le cas typique.
comment dire, de gens qui pensent pouvoir discréditer une envie de liberté en disant la liberté n'a pas tenu ses preuves, n'a pas tenu ses promesses. Surtout que ça permet à une certaine droite de masquer les échecs cuisants en toute matière, parce que pendant ce temps-là, l'économie anglaise va mieux que l'économie française, etc. Heureusement qu'on peut parler de l'immigration, hein, parce que c'est là où le Brexit s'est le moins déployé par la volonté des élites britanniques, par haine de la démocratie anglaise, l'actuel Premier ministre travailliste, mais également Theresa May côté conservateur, ou par opportunisme personnel, ce qui a été le cas de Richie Sunak. Heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, qu'est-ce que vous auriez à dire contre la Grande-Bretagne? Très, très compliqué. Alors que, je vous le dis tout de suite, la France, mais également Mélanie, on me dit au grand maximum, la Grande-Bretagne a pris 700 000 immigrés dans une économie qui, je le rappelle, a été largement, sur certains secteurs, en surchauffe après le Brexit. Je rappelle que l'Italie, elle, a un système économique qui est convalescent depuis son passage à l'euro, donc depuis 24 ans. OK? Et elle en a pris 500 000. D'accord? Dans un pays qui, contrairement à la Grande-Bretagne, ne va pas connaître un grand côtoiement, mais va connaître, là, pour le coup, un remplacement. Tout simplement parce que l'Italie est l'une des démographies les plus faibles au monde. Vous voyez, c'est pas le même tarif. La responsabilité historique de Mélanie ou la responsabilité historique de Kunz, la fameuse gauche danoise qui en réalité s'est viandée, euh, l'escroquerie Orban, tout ça fait quand même très lourd dans l'escarcelle de la droite européenne. Donc, et c'est d'ailleurs parce que le système est cohérent et que toute une partie des droites radicales européennes ne voulant pas affronter le système, elles veulent que le système les utilise comme flotteurs alors que le système n'a aucune raison de nourrir un chenil surnuméraire. Aucune. Euh, D'ailleurs, ça s'est vu tout de suite. Qu'est-ce qu'on a dit lors des émeutes en Grande-Bretagne? C'est la faute de Farage et de Musk. Pourquoi? Parce que le système analyse très bien, et d'ailleurs par ses théoriciens, on en présentera peut-être un prochainement, euh, par ses théoriciens, le système analyse très bien les moments populistes maintenant. Il avait du mal à le conscientiser, maintenant il arrive à nous analyser. Le Brexit et Donald Trump sont les deux seules réussites des partis populistes qui ont eu, qui ont réellement enthousiasmé leur peuple et changé les choses. Je reviens sur les dernières élections en Grande-Bretagne. Les élections en Grande-Bretagne ont vu une stagnation du Parti travailliste, en tout cas une poussée relativement faible et surtout une stagnation par rapport à ses votes historiques, mais surtout une démobilisation de l'électorat conservateur, dont, je vous rappelle, près de 4 millions de voix sont parties chez Farage. Or, le souci, c'est que c'est le scrutin guillotine, un winner take all, c'est le scrutin le moins représentatif, mais c'est celui qui permet le plus de gouverner. En réalité, ce qui a manqué au Parti conservateur, c'est tout simplement que son électorat s'est effondré. S'est effondré pourquoi? Et ça, je me tue à vous le dire, quand on trahit son propre populisme, on le paye. La seule chose, c'est que Sunak, comme Theresa May, voulait trahir cette extraordinaire vague populiste qui a déjà changé la vie des Anglais, comme Donald Trump a changé une partie de la vie des Américains. Le système sait très bien qu'il n'y a eu que ces deux populismes-là qui sont passés. En France, rien. Vox en Espagne, euh, déjà à quatre pattes. Orban sous contrôle, d'ailleurs ça s'est encore plus vu. Orban sous contrôle. Kunz out. Mélanie plus que sous contrôle domestiqué. Euh, voilà, le populisme, enfin, d'un certain côté, navré de vous le dire, mais
Shinzo Abe a fait plus en tant que, que chef de la branche populiste, populiste avec de gros guillemets dans le cas de la tradition japonaise, euh, dans le parti conservateur japonais que la totalité des Européens, hein. Boris Johnson mis à part. Quoi qu'on pense de lui, pareil. Or, là, la grande peur du système, et il suffit d'en lire les théoriciens pour le savoir, c'est le retour d'une deuxième vague populisme dans le sillage de Donald Trump. D'où au passage le fait de viser Farage et de viser Farage et personne d'autre. Or, Farage n'est absolument pas l'instigateur de ces manifs qui étaient spontanés pour la plupart. Mais le système sait qui sont ses ennemis sérieux et qui sont ses ennemis non sérieux. Voilà. Il sait que le, le système est un tout cohérent et prenons le document le plus mondialiste qu'est le traité de Rome. Le mondialisme demande le déracinement total par la liberté de circulation des capitaux, financiarisation, le parallèle de la financiarisation qui est le libre-échange, la liberté d'installation qui vous donne entre autres les travailleurs détachés, c'est-à-dire que vous pouvez offrir vos services dans un pays au détriment des fils de la terre, donc des autochtones, et évidemment la libre circulation à terme des personnes, qui est donc l'immigration. Quand vous avez ça, ce qu'on ose appeler des libertés, mais qui sont la liberté du renard libre dans le poulailler libre, vous avez le mondialisme que vous pouvez peinturlurer de cosmopolitisme antique, tout ce que vous voulez du moment que ça mousse. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on vous présente un sujet, on vous dit malgré le Brexit, la Grande-Bretagne, gna, 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 gna. Tout simplement parce que là, pour le coup, le système sait très bien qui il vise. Comme la situation, dernier point en Grande-Bretagne sur la Grande-Bretagne, l'immigration et l'avenir, avant qu'on passe aux leçons pour la France. Comme la Grande-Bretagne, là, c'est en train de se temporiser parce que l'extrême gauche combattante est venue combattre aux côtés des barbus. Tout à fait normal, particulièrement en Angleterre. Rappelez-vous, le fameux islamo-gauchisme anglais. Très bien. Aidé par la totalité du système. Ce qui va permettre à Farage, parce que c'est Farage qui prend le lead de l'opposition à l'immigration, c'est-à-dire que voilà, le Cinciatus britannique est de retour, parce qu'il veut mener le projet à terme. Bon. Est-ce qu'il y arrivera? J'en sais rien. En tout cas, il va se battre et le personnage a de la longe. Pour avoir eu le privilège de travailler tout petit peu avec lui, de le voir travailler, c'est l'un des seuls hommes politiques que j'ai vu à l'échelle européenne qui ait forcé mon respect. Lui, l'un des conseillers de Wilders, qui est Marcel de Graaf. Et aussi, faut bien comprendre une chose. Farage, mais on retrouve ce que je vous disais à propos de Vance. Nous sommes à la recherche d'une nouvelle synthèse idéologique, dont l'anti-immigration fait partie. L'anti-immigration et l'anti-immigré, c'est deux choses différentes. Le, mais parce que justement, c'est le piège dans lequel on va aller, très clairement. Mais l'anti-immigration en fait partie, tout simplement parce que les fils de la Terre entendent garder la Terre. C'est aussi simple que ça. Or, et de vouloir un monde de déraciné, c'est vouloir une société qui va être très simple. Elle va d'abord être multiculturelle, après être multiculturelle, elle sera multijuridique. Ensuite, elle sera multiconflictuelle. Et ensuite, ça va être l'affrontement en total. Très bien. On y vient dans les leçons pour la France. Donc, en réalité, et c'est ce qui manquait en Grande-Bretagne, il manquait un grand parti anti-immigration, parce que c'était pas la tradition britannique, parce que le système britannique impliquait qu'il y ait des franges anti-immigration, tout comme pro-immigration, dans les deux grands partis centraux, parce que c'est ce qui est permis par le, alors on peut dire que la Grande-Bretagne n'est pas un bipartisme pur, que c'est un tripartisme contrarié, si on veut,
il n'en demeure pas moins vrai que les partis sectoriels, je vais prendre les écologistes en Grande-Bretagne, les écologistes, ils ont un député. Donc, ensuite, la Grande-Bretagne est en train de recouvrir son unité territoriale, parce que je vous rappelle qu'une large partie des immigrés qui sont venus sous l'ère Sunak sont venus parce que la Grande-Bretagne n'est pas un pays centralisé comme la France. Ça se voit dans les flics qui pataugent dans la smoule, dans la répression contre les manifs des autochtones, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'unité centrale de police. Or, il y avait également une division qui date de Tony Blair, parce que Tony Blair a fait de l'Angleterre un État régional, un peu parallèle à l'Espagne, ce qui a permis au mouvement écossais devenu que l'extrême droite française a déifié. Moi, je me rappelle, à la fin de leur vie, les gens m'habillent, les vénèrent, les gens comme ça, étaient à quatre pattes devant l'indépendantisme écossais. Or, ça m'aurait fait marrer qu'ils voient l'indépendantisme écossais qui était en poulet tandoori. Et là, l'actuel Premier ministre, l'ancien Premier ministre écossais, qu'est-ce qu'il dit? Premier ministre écossais, hein, vous m'avez entendu quand même. Il dit, bah, il faut qu'on parte. Moi, je vais me barrer parce que le racisme, enfin, c'est pas non plus le premier prix de comédie, le gars. Or, le gros souci, c'est que lui a maintenu les fenêtres ouvertes en maintenant des dispositions du droit migratoire européen. Ça, c'est un état de fait. Parce que Tony Blair avait fragmenté le pays. Maintenant, le Parti travailliste a son corps défendant. Ira-t-il jusqu'au bout? Je crains qu'il y aille par intérêt électoraliste classique. Doit refaire une unité anglaise avec l'Écosse. Même si Stiermer est quand même un mondialiste de la pire espèce, le problème, c'est qu'il sait très bien que s'il rejoue à fragmenter la Grande-Bretagne comme Tony Blair l'a fait, s'il rejoue la carte de l'européisme, il fera 4 ans. Et ensuite, il fera 4 ans en face de Donald Trump, parce que je rappelle que ce qui a arrêté Boris Johnson, c'est surtout l'élimination de Donald Trump. Et d'être en face d'une administration démocrate qui détestait le Brexit, euh, qui détestait tout ce que Bojo euh, euh, signifiait ou incarnait, et qui est structurellement germano-américaine. Il suffit de voir la figure de quelqu'un comme Anthony Blinken. Et là, ce qui s'annonce, Valls-Harris, si ça passe, je peux vous assurer que comme disait Christian Clavier, il y en a qui vont twister, et malheureusement, ce sera nous. Donc, le combat sur l'immigration est en train d'être porté en Grande-Bretagne, parce que l'Angleterre a des coups des franches que nous n'avons pas. euh, Là, il y a un véritable enjeu. La seule chose, c'est qu'on oppose un système cohérent à un système cohérent. Et ça, nous sommes en train de le chercher, nos amis américains sont en train de le chercher, nos amis britanniques, à travers entre autres la revue, enfin, c'est pas une revue, c'est un grand journal qui est The Spectator, et d'autres, nous sommes tous en train de chercher ça. Et il faudrait qu'on se dépêche de le trouver. Alors nous essayons d'y participer à notre modeste place. Ça nous amène aux questions pour la France. Alors, premièrement, il y a 4 leçons pour la France. La leçon sur assimilation, communautarisme, la leçon sur culture de la rue et de l'autodéfense, 2. 3, sur quelle cristallisation populaire sur la question migratoire, et 4, sur la fameuse guerre civile. Je ne reviens pas, assimilation, communautarisme, vous voyez tout ce que c'est-à-dire l'assimilation, est-ce qu'ils doivent devenir, est-ce qu'ils doivent entrer dans la famille, communautarisme, est-ce qu'ils doivent venir par rester dans leur communauté pour être une sorte d'hôte de longue durée. En réalité, les deux systèmes ont échoué. Je rappelle que l'extrême droite française, historiquement, est pro-communautariste. Vous lirez dans Perspective Libre les écrits de Pierre Le Vigan sur la manière dont il prend ses distances vis-à-vis de la nouvelle droite sur ces questions-là.
Parce que, historiquement parlant, si vous voulez, la bêtise de ce raisonnement, c'était de penser que comme on allait les communautariser, ils allaient se rendre compte qu'ils avaient rien à foutre là, et c'était l'expression absolument débile, qu'elles portent les voiles pour les mettre. Les voiles. Bon, je dis ça pour les mal comprenants. Alors, premièrement, alors c'était particulièrement bien choisi vis-à-vis de l'immigration musulmane, parce que comme elle a malheureusement un surmoi que tous les musulmans ne partagent pas, très loin de là, de conquête. Prenez le cas en France, la plupart des mosquées s'appellent en fait la conquête. C'est quand même très problématique. Euh, si vous les communautarisez, vous leur donnez du pouvoir. Le problème, c'est que l'assimilation, ça les a rendus dépendants de l'État. Donc, vous voyez, alors que le communautarisme les a rendus. Alors, le problème, c'est que les deux systèmes ont échoué face à certaines populations. Une population qui veut s'assimiler, vous pouvez la traiter comme vous voulez, elle s'assimilera. Cas typique, les Asiatiques. Et attention, Asiatiques au sens de l'Asie jaune, hein. Tout ce qui est indo-pakistanais, je mets ça à part, c'est le sous-continent indien, c'est un autre monde. Mais justement, en Grande-Bretagne, quand on les a communautarisés, eux, ils prenaient pas nécessairement l'emploi des Britanniques, vu qu'ils ont souvent des activités de restauration, de petits commerçants, etc. Ce qui permet la communautarisation. Parce que tout simplement, c'est des petits boutiquiers, des petits entrepreneurs. C'est aussi pour ça d'ailleurs que euh, ils n'ont pas été enfin, comme ils n'étaient pas, par exemple, dans le travail détaché, dans ces trucs-là, ils n'ont pas été les premiers à partir. C'est normal. Donc, il faut des stratégies spécifiques par rapport aux immigrations. Le problème de la communautarisation, mais l'assimilation, quand elle rate, donne le même effet, c'est qu'elle crée des diasporas autonomes du corps national qui servent de base d'arrivée pour les communautés de migrants qui ne cherchent pas du tout, qui cherchent pas des pays, ils cherchent des diasporas dans lesquelles entrer. Or, et c'est toute la diaspora qu'il faut déloger. Vous voyez le défi qui est à nous, qui est devant nous. Or, il faut être très net, ces deux systèmes ont échoué face aux afro-descendants subsahariens et surtout face aux populations indo-pakistanaises musulmanes et maghrébines. Les deux systèmes ont échoué. Donc, de dire en France ça n'aurait jamais eu lieu, si, bien sûr que si, ça a lieu. Ça a lieu tout simplement parce qu'une population qui ne veut pas faire l'effort, quel que soit le système, elle fera pas l'effort. Donc, ça, c'est la première leçon pour la France, c'est que vis-à-vis des immigrés, de toutes les manières, il faut, sur la question des mœurs, je reviens à l'œuvre qui pour moi est primordiale là-dessus de Vincent Cousdière, sur la question des mœurs entendues au sens large, au sens des Lumières, il faut faire un travail tout simplement sur la miscibilité culturelle, c'est-à-dire Et là, on va avoir de drôles de surprises parce qu'on va se rendre compte que tous les Européens sont pas totalement assimilables. Je vous rappelle déjà qu'entre Français et Italiens, ça s'est pas si bien passé que ça, hein. On en a expulsé 30%, hein, quand même, hein. On en a expulsé un sur trois, hein. Nous ferions ça, prenons la diaspora algérienne qui est au minimum d'1,5 million d'habitants, d'1,5 million de présents en France. Grosso modo, ça fait un peu plus de 400 000, un peu plus de 400 000 qui doit dégager. 400 000, c'est l'équivalent de, je crois, entre une fois et demie et deux fois toute la région de Caen. Donc, c'est pas tout à fait rien. Donc, euh, ça, et c'est pour ça qu'il ne faut pas traiter l'immigration comme un bloc monolithique de 15 millions de gens. Sinon, ça devient intenable. La deuxième leçon pour la France, parce que je vois bien le débat qui se pose dans nos milieux, c'est y aura-t-il des événements comme cela quand ça arrivera en France? Parce que malheureusement, euh, la diversité diversitaire étant sensible, farceuse, parfois sauvageonne, euh, distraite, eh bien, il peut arriver, par exemple, qu'elle ait de temps en temps
des camions déséquilibrés ou des couteaux discriminants discriminés. Donc, ça peut arriver. Alors, il y aurait peut-être une idée à infuser, c'est l'idée du droit de retrait des Français. À chaque fois que l'un des nôtres est particulièrement, si c'est un enfant, etc., se fait massacrer, de bloquer l'activité économique. Le problème, c'est que ça, c'est ressusciter un vieux mythe qui est le mythe de la grève générale, qui profondément n'a jamais marché, mais on ne sait jamais. Ça peut peut-être infuser, parce que de toute façon, le pays roule sur les autochtones. On va être honnête, c'est eux qui... ce n'est pas parce que les journalistes nous crachent à la gueule à longueur de journée que c'est pas nous qui faisons rouler le pays. La seule chose, c'est que nous n'avons pas pris conscience encore de ce pouvoir. Donc, et quand je dis les autochtones, je dis les autochtones, autochtones, mais également les assimilés, voire, comme c'est le cas en Grande-Bretagne, où ce qui était tout à fait prévisible, une partie de la communauté indienne, qui elle-même connaît bien les Pakistanais et a des raisons légitimes de s'en méfier, donc, comment dire, euh, certains dans ces communautés soutiennent le mouvement britannique. C'est-à-dire, nous, on est ici, mais on n'est pas ici pour être des parasites. Bon. Andrei Makin, dans un de ses derniers livres, a fait référence à une scène comme celle-là, c'est-à-dire de voir les Français, c'est-à-dire tous ceux qui veulent que la France continue, pas uniquement les Français autochtones, comme moi, mais ceux qui se reconnaissent comme d'ici, euh, foutent dans des bateaux à la fois les inassimilés, mais également, parce que c'est l'un des grands problèmes, je vais y venir à la fin, de vouloir uniquement, de vouloir uniquement voir une dichotomie entre ceux qui en sont et ceux qui en sont pas. Parce que, je le dis, je le maintiens et je le répète, la plupart des ennemis de la France, tout comme des ennemis de la Grande-Bretagne, sont malheureusement des gens qui sont des autochtones. Et croyez bien que j'en sois navré. Je vais faire un éloge paradoxal, c'est que, et ça, quelqu'un qui l'a très magnifiquement dit, c'est, alors là pour le coup, c'est pas un éloge paradoxal, parce que tout le monde sait que j'ai énormément de considération pour lui, c'est Papacito. Papacito l'a très bien dit. C'est-à-dire que il n'y a pas en France, dans les troupes de choc de la droite française, et la droite française a combattu les mouvements de jeunes qui voulaient incarner ça, qui d'ailleurs venaient, qui étaient historiquement, qui étaient ce qu'on appelle les skins, c'est-à-dire une scission à la fois, enfin une scission du mouvement punk et du mouvement mods, qui était d'inspiration anglaise, mais qui n'a pas pu, déjà parce que aucun dans la droite française n'en a voulu, deuxièmement, ils ont été neutralisés, infiltrés par les flics et ils ont subi la répression policière. Ce que, à la rigueur, je peux comprendre, le problème, c'est que l'extrême gauche, tout aussi violente et qu'il l'est restée, elle n'a pas eu à le vivre. Donc moi, je veux bien qu'on mette fin aux bandes, mais à toutes les bandes. Hein, pourquoi surtout des gens qui n'ont pas été une menace de sécurité majeure, très loin de là. En plus, qui ont, au-delà de leur look, qui ont été, contrairement à leurs devanciers britanniques, qui n'ont pas marqué culturellement, alors que par exemple musicalement, quoi qu'on en pense, alors ce que je dis est vrai et faux, hein, parce que des gens comme Jean-Paul Gaultier ou autres ont beaucoup usé de cette look, de cette mode très anglaise. Mais par exemple, il n'y a pas du tout l'équivalent en France de Screwdriver. Pas du tout. Le, ce qui n'est pas hymne de musique loin de là, mais voilà, il faut être honnête, euh, c'est les restes de ces mouvements populaires-là
Et cela n'existe pas en France, donc ça ne se passera pas en France. Aussi parce que la Grande-Bretagne n'a pas un système de surveillance ubiquitaire qui est centré sur le fantôme de l'extrême droite. Si vous voulez, là, c'est en partie c'est largement des pères de famille britanniques. Et si il se passe quelque chose en France, ça viendra des pères de famille. Ça ne viendra pas d'une extrême droite ou quand vous entrez dans un lieu typique de droite, à Paris, type un café, s'il y a 4 personnes en plus du barman, vous pouvez être sûr qu'il y a au moins 2 flics. Ce que à la rigueur, je comprendrais si ces milieux-là avaient une dangerosité évaluée. L'extrême gauche est beaucoup plus dangereuse. Ce que nous avons vu du sabotage de la SNCF, c'est que les éco-warriors sont beaucoup plus dangereux, etc., etc., etc. Donc, grosso modo, pourquoi taper sur des gens qui existent peut-être, mais qui ne font rien de tendancieux? Donc, qu'une partie des journalistes arrête de fantasmer et qu'une partie de la droite arrête de fantasmer, ça ne se passera pas parce qu'il n'y a pas de troupe de choc et parce que nous n'avons pas encourager la virilité populaire avec laquelle aucun parti de droite ne veut avoir affaire. Il faut être très honnête là-dessus. Donc, à un moment, faut arrêter la machine à fantasmes. Ensuite, attention, on parle à l'instant T. Il faut pas oublier une chose, ce qui a permis aussi, et là, c'est là où il y a un éloge paradoxal de ma part, c'est que en France, vous pouvez faire pression sur une partie des milieux populaires, même si ceux-ci, en réalité, n'ont pas accès à toutes les aides sociales auxquelles ils ont droit. On a en moyenne un tiers des aides sociales qui sont non demandées parce qu'une large part des Français autochtones, n'ont pas d'accès à ce qu'on appelle la politique du guichet, mais deux, ils en veulent pas. Parce qu'ils trouvent ça déshumanisant, ils trouvent ça humiliant, à tort ou à raison. Très bien. Or, à tort, à raison. C'est comme ça. Et, euh, et l'un des grands problèmes qui se posent à nous, c'est quand, d'un certain côté, le néolibéralisme anglais a réensauvagé une partie du peuple anglais avec l'ambiguïté de la figure du barbare. C'est-à-dire, si vous voulez, au sens que Sioran donnait à ce terme, toute civilisation mourante attend son barbare. Nous, parce qu'on a maintenu des filets de sécurité, et nous avons bien fait de le faire, je ne dis pas qu'il fallait pas le faire, je dis juste, voilà pourquoi ça existe en Grande-Bretagne, voilà pourquoi ça n'existe pas ici, hein. Le, euh, alors vous me direz, il y a eu une histoire de la violence en Grande-Bretagne qui n'est pas celle de la France. Oui, c'est vrai, mais les Français ne sont pas que des jolis cœurs historiquement. Il faut arrêter de raconter des conneries. D'accord? Bon, très bien. Là où Papacito a encore raison, c'est que ce que ça nous montre, c'est que ça viendra d'un vieux terme que j'ai employé plusieurs fois, ça viendra d'un acte de trop. C'est-à-dire, nous, notre travail, c'est de conscientiser une partie des gens dans l'attente d'événements qui auxquels il va falloir savoir réagir. Mais c'est les événements qui vont décider de tout. N'oubliez jamais que le caractère chez De Gaulle, c'est un fait personnel qui rencontre une grande querelle, qui rencontre un grand événement. D'accord? On a peut-être raté des grands hommes dans les années 60, 70. Enfin, dans les années 60, tout simplement parce que le pays était tenu et que d'un côté, bah, il y a peut-être un mec, un Marcel Boiteux, bah voilà, il n'a pas fait de politique parce que le pays était tenu et donc lui, bah, il a poursuivi sa carrière d'ingénieur. Donc, et il a été géant dans l'ingénierie et dans l'industrie. Voilà. Qu'est-ce qui se serait passé si Hitler ayant été reçu aux Beaux-Arts de Vienne, pas de Seconde Guerre mondiale, il y aurait certainement eu quelque chose d'autre, hein. Il y aurait certainement eu quelque chose d'autre parce que, si vous voulez, malheureusement, le nazisme est avant tout un pan-germanisme. Tant que l'Allemagne est là, l'Allemagne est là. Mais, ben alors, que serait devenu Churchill, que serait devenu De Gaulle, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est les événements qui vont décider. Euh, Et d'ailleurs, et là il a raison de le souligner, l'appauvrissement global qui est en cours et qui va continuer va peut-être, disons, remettre en cause
en cause la religion du confort qui, aujourd'hui, est arrivée. Alors attention, c'est très ambigu comme terme. Parce que le confort, oui, c'est à la fois une prison, c'est vrai, mais en même temps, euh, la conquête d'un confort minimal a été quand même une avancée civilisationnelle. Donc, si vous voulez, faut pas avoir une religion dolosive. Oui, il faut être des hommes au sens où nous avons des devoirs avant d'avoir des droits. C'est un état de fait. Mais ne surjouons pas parce que la France, c'est aussi le plaisir, c'est les culs, c'est beaucoup de choses. Comme disait Bernard Maris, ne surjouons pas avec la discipline, vous voyez, le petit fouet portatif. Voilà, je sais que Papacito veut pas en venir là, hein. Lui, il est pas dans une certaine ambiance de droite, cuir et fouet, c'est vraiment pas le genre de mec. Il est beaucoup plus sain que ça. Donc, mais il a raison sur ce point-là. De toute façon, l'appauvrissement, nous n'y ferons plus rien, parce que, enfin, nous n'y ferons plus rien, sauf prise de pouvoir. Mais bon, vous n'avez plus d'industrie, donc vous avez plus de création. Enfin, c'est l'industrie, ce qui fait l'innovation. Vous avez plus de grappes d'innovation qui partent de chez vous. Vous avez des monnaies qui sont pas à vous, qui sont de fausses monnaies. Donc, enfin, si vous voulez pas vous appauvrir, bah, fallait pas faire tout ça. Voilà, enfin, voilà quoi. Donc, ce qu'il dit est très juste, c'est que nous allons avoir le retour, enfin, en tout cas, de la question d'une certaine virilité populaire. Le problème, c'est que cette virilité ne doit pas déboucher sur un virilisme totalement abruti euh, et régressif. Si vous voulez, moi, quand j'entends certains types dire nous combattons l'islam, ce qui est tout à fait leur droit et ce que, à la rigueur, je peux comprendre. Enfin, du moment qu'on combat l'islam sur des terres qui ne sont pas les siennes, et combattre l'islam chez elles, je vois pas l'intérêt. Donc, parce que leur anthropologie ne nous convient pas, ce qui est tout à fait juste, sauf sur la question de droit des femmes, parce que eux, ils peuvent se permettre d'être misogynes. Je rappelle que la misogynie n'est pas notre marque civilisationnelle. Donc, à un moment, faut peut-être éviter l'aspect régressif d'un virilisme un peu neuneux. Donc, avant-dernier point de cette démonstration, tout ce qui est comment dire, vis-à-vis de la France par rapport à la Grande-Bretagne, comment repolitiser, c'est plus clair que mon premier énoncé, comment repolitiser la question migratoire. Parce que c'est ça le fond du problème. Pour la question des flux, nous n'avons pas le choix, c'est d'affirmer la souveraineté sur nos frontières, donc nous ne pouvons pas appartenir à un espace ouvert. Point. C'est que les frontières, c'est à ma pogne. Ça ne se discute même pas. Sur la question du stock, je rappelle que on travaille sur les questions identitaires depuis des années. Donc, ce qu'il faut exiger, c'est l'allégeance. Et pour qu'il y ait allégeance, il faut qu'il y ait une miscibilité culturelle. Donc, premièrement, il faut utiliser d'ailleurs la volonté de retour. C'est là où le terme de la remigration, qu'à titre personnel, ne m'a jamais choqué. La seule chose, c'est que la remigration ne peut avoir lieu que si nous ouvrons la véritable question anthropologique, qui n'est pas celle du grand remplacement. Le grand remplacement, c'est une incidente. C'est qui est celle de la peste blanche, comme disait le grand souverainiste, gaulliste souverainiste Pierre Chenu, un de nos grands maîtres, c'est-à-dire à quel moment nous, en tant qu'Occidentaux, avons arrêté de croire en la vie. Hein, sans rebondir pour faire une vanne facile, et elle a été faite avant moi, euh, tout le monde sait pourquoi une certaine droite acrarienne, pour parler comme son chef, Renaud Camus, sera remplacée. C'est pas uniquement la faute de Mokhtar. C'est aussi par des choix de vie, on est d'accord. Par des choix, là on va faire un très beau livre sur l'identité de la France par Bertrand Dutheil de la Rochère. Il ne faut pas oublier que l'économique, le politique et l'éthique. D'accord? Et selon comment vous placez ce triangle, hein, n'allez pas tapoter sur Rudi Reichstadt, il a fait un triangle. Je vous en prie, vous valez mieux que ça. Donc, euh,
selon comment vous agencez cette trifonction, parce qu'en fait, vous êtes face à la trifonction du mésilienne, hein, vous ne vous en rendez pas compte, mais enfin, vous aussi, mais le public s'en rend pas compte, mais économique, producteur, éthique, sacralité, politique, guerrier. Donc, en réalité, vous êtes face à une trifonction du mésilienne. Selon la manière dont vous la présentez, vous avez des civilisations différentes. Or, moi, si vous voulez, c'est pour ça que beaucoup de gens m'en veulent ou m'ont insulté assez facilement. D'ailleurs, jamais de très près, parce que bon, on a le courage de ses ambitions. Euh, c'est tout simplement parce que Pierre Chenu nous l'a enseigné, c'est-à-dire parce qu'en fait, la surveillance des frontières avec les moyens technologiques gigantesques qui sont les nôtres aujourd'hui, si nous en avions vraiment la verticalité, si nous en avions les... Vous voyez ce que je veux dire, hein, parce que j'ai pas envie que la vidéo saute. Bien sûr, nous pourrions le faire. Nous pourrions gérer une partie du déclin démographique par la robotisation. Oui, 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 tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Ça veut dire le plan, ça veut dire la souveraineté monétaire, mais ça, on a encore des hommes capables de faire ça. Donc, et tant qu'on a les hommes, on a tout. Mais est-ce qu'on a la pulsion vitale? La vraie question, c'est celle-là. C'est celle-là. Et bien sûr, le retour à notre démocratie fera que nous allons tomber sur une part de notre peuple, soit qui veut disparaître, soit qui pense sincèrement qu'ils ont besoin de l'autre. Il faudra aussi leur expliquer que nous avons une pensée de l'autre, qui n'est pas uniquement l'autre, je le maintiens à bout de gaffe, parce que la mondialisation passera, le mondialisme crèvera, mais la mondialité restera. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, euh, si vous voulez, on ne pourra pas dire que les échanges culturels n'ont pas, si vous voulez, c'est pas dans un pays comme la France, qui est tellement riche en monde, qu'on pourra dire que les échanges culturels n'ont pas eu lieu et ils vont s'arrêter. C'est pas ça. En réalité, il faut voir quels universaux pour quelle humanité. Et à partir de ce moment-là, on peut être très dur sur les questions migratoires. Moi, je l'ai beaucoup professé à partir, entre autres, de la campagne de 2017. C'est un thème récurrent de nos interventions avec mon camarade Bessonnet. C'est s'opposer à l'immigration des riches, par exemple. Parce que si vous vous opposez à l'immigration des riches, vous pouvez être intraitable sur l'immigration de ceux qui ne le sont pas. Mais si vous prenez les cadres, vous allez finir par prendre. Quand vous prenez un médecin, vous allez prendre ses patients. Vous voyez ce que je veux dire? Or, et pour ça, il faut tuer le cheap job. Parce que la plupart de l'immigration, c'est l'immigration nuptiale. C'est du regroupement familial. Mais le mec qui a mis le pied à terre en premier, c'est lui qu'il faut éviter. Et lui, il est venu prendre quoi? Il est venu prendre un cheap job la plupart du temps. C'est le cheap job qu'il faut détruire. C'est toute une politique de l'immigration qui est à revoir. Peut-être d'ailleurs que j'en ferai un écrit assez rapidement, ce qui nous en arrive à la guerre civile. Alors, à titre personnel, je me permets de balancer des fleurs à mes équipes, comme ça vous pourrez balancer des vases. Nous, on a traité ça déjà on a traité ça lors de Stasis, le numéro de Perspective Ligne numéro 17. Je rappelle qu'à la rentrée arrive le numéro 32 sur le transhumanisme. Comme c'est un trimestriel, faites le calcul. Donc, on avait une petite longueur d'avance, justement parce que je maintiens mon diagnostic. Et d'ailleurs, ça se voit en Grande-Bretagne, qui est beaucoup plus proche que nous de l'affrontement pour trois raisons essentielles. Un, ils ont pratiqué le communautarisme qui se retourne contre eux parce que ça a permis aux communautés particulièrement musulmanes et pakistanaises de s'organiser en silo et en vase clos et donc de pouvoir se souder et s'opposer à l'État anglais. Deux, comme l'État anglais n'assume pas sa souveraineté nouvellement recouvrée parce qu'il est gouverné par des anti-Brexit qui ne savent pas quoi faire du bébé et qui auraient voulu le noyer, le problème c'est que le bébé a la santé, euh, vous êtes dans la position d'un État faible. Or, n'oubliez pas, la guerre civile, c'est un fait d'État faible. Un État fort sublime ses contradictions, un État faible s'effondre au-dessous. C'est comme ça. Voilà. Vous avez toute la science politique de la sécurité intérieure, vous avez toutes
les références justement dans le numéro 17, le numéro Stasis que vous pouvez vous procurer, qui je crois maintenant n'est plus qu'en numérique, si mes souvenirs sont bons. C'est à vérifier. Donc, et pour une troisième raison qui est que euh, les fronts sont déjà très nets en Grande-Bretagne. C'est-à-dire que vous avez une partie des autochtones et une partie des immigrés loyalistes, vous avez les immigrés posant le plus de problèmes et vous avez les blancs non loyalistes. Ensuite, alors, ce qui est très drôle, c'est que la plupart des blancs, et ça se voit entre autres avec, et Papacito l'a encore bien souligné, ils se, comment dire, ils sympathisent, enfin ils sympathisent pas, mais ils prennent le fait religieux comment dire, comme ferment identitaire. Ce qui est tout à fait normal, vu qu'ils ont en face des gens qui, dans le cas de la plupart enfin, des diasporas problématiques extra-européennes, parce qu'il y a des diasporas problématiques européennes, mais maintenant en beaucoup moins grand nombre en Grande-Bretagne, euh, leur ferment de premier, c'est l'islam, et ça, Pierre-André Taguieff l'avait très bien vu à partir de Prêcheurs de haine et à partir de la conférence de Durban, quand l'antiracisme devient un anti-occidentalisme une locophobie, quoi, une haine des Blancs, si tu veux, c'est l'étendard de la cause palestinienne. Ça, ce qui ne veut pas dire que ça résume l'entièreté de la cause palestinienne. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand ils vont ratonner des Anglais, trouvez-moi le rapport, ils arrivent, ils hurlent Allah Akbar à la rigueur. Deuxième chose, c'est Palestine libre. Bon, enfin, si vous voulez, l'Anglais qui rentre chez lui, qui a le malheur de les croiser et qui va terminer à l'hosto, euh, euh, voilà, et il n'y a aucun rapport avec ce qui se passe à Gaza en ce moment, hein. Il y est pour absolument rien. C'est juste de la haine ethnique. Bon. Et la haine ethnique, elle trouve tous les subterfuges pour s'extérioriser en tant que haine. Donc, le, la Grande-Bretagne est beaucoup plus proche que nous de l'affrontement. Ça s'est vu lors des manifs pour Gaza. C'est-à-dire que comme ils étaient sur un modèle communautariste, ils se sont organisés eux-mêmes. Alors que les nôtres, à la fois parce qu'ils appartiennent à des populations beaucoup plus désorganisées que sont les populations maghrébines par rapport aux Pakistanais, parce que les Pakistanais sont beaucoup plus organisés que ce qu'on croit, beaucoup plus claniques et beaucoup plus organisés. Et voilà, c'est ce qui peut emmener la Grande-Bretagne vers l'affrontement. Nous, on est plutôt dans un scénario de brésilianisation, c'est-à-dire de pourrissement. C'est pas beaucoup mieux, hein. Mais voilà, voyons ce qui va se passer en Grande-Bretagne. Je pense que des hommes forts comme Nigel Farage ou autres peuvent faire échapper à la guerre civile parce que, si vous voulez, ça nous a reproché parce que tout le monde dit, vous voyez, il parle de guerre civile alors il la souhaite. Non, c'est parce que nous en parlons que nous ferons en sorte qu'elle n'ait pas lieu. Par contre, si elle a lieu néanmoins et contre notre volonté, il faudra la gagner. Croyez-moi que ça me fait pas plaisir. Moi, si vous voulez, c'est une notion avec laquelle j'ai une histoire personnelle. Parce que bon, quand vous faites 20 ans sur la vérité sur la Yougoslavie, 20 ans sur la vérité sur le Rwanda, votre belle famille cambodgienne, vous avez vécu 3 ans avec les Libanais, la guerre civile, merci. Alors, je sais pas ce que ça fait, par contre, je sais ce que ça laisse. Parce que des traumatisés de guerre civile, j'en ai quand même, énormément côtoyé. Je vois les traces que ça laisse des décennies après. Donc, bien sûr, nous ne la souhaitons pas. La seule chose, c'est que nous devons verbaliser les plaies du corps social et ne pas se laisser impressionner par, disons, la propagande intimidante qui veut, alors qu'elle fait tout pour obtenir la dissociété, et de la dissociété, elle créera la guerre civile, vu que elle créera une guerre de tous contre tous. Et résultat, bah, c'est les communautés qui, prenant euh, la guerre moléculaire des individus, ça deviendra la guerre moléculaire des communautés. Et comme il n'y aura plus d'État, ce sera nécessairement
peut-être pas la guerre civile, c'est d'ailleurs l'un des scénarios de Stasis. Hein. Stasis, ça veut dire guerre intérieure, mais ce sera plutôt une guerre intérieure parce qu'en fait, ce sera une guerre sur un sol entre les fils de la Terre, entre des gens qui se sentent fils de la Terre par naissance ou par branche, peu importe, mais et ceux, ou du moins qui respectent le lieu, et ceux qui se comportent comme des colons et comme des auxiliaires de colons. Voilà. C'est le pire des scénarios, mais bon, mieux vaut ça que marcher à l'ombre, quoi. En tout cas, c'est tout ce que je pouvais dire sur ce cas anglais. Et n'oublions pas que le seul moyen de conjurer ces affrontements qui vont commencer sporadiques, mais qui peuvent aussi ne déboucher sur rien et faire juste une brésilianisation et donc un pourrissement de l'ambiance, le seul moyen de conjurer tout ça, c'est un retour de souveraineté. Donc, la Grande-Bretagne est plus en avance que nous là-dessus. Elle a aussi les hommes. La seule chose, c'est que, comme me dirait l'autre, particulièrement depuis que la reine Elisabeth n'est plus, on pourrait dire qu'il faut légèrement faire pivoter l'hymne et dire God Save Nigel. Merci Pierre-Yves pour ces explications. J'ai une petite remarque à faire. Tu parlais du fait que la condition à une guerre civile, c'était un État faible. Mais Ouais. actuellement, au Royaume-Uni, ce qu'on voit, c'est quand même une réponse assez ferme du Premier ministre vis-à-vis des Blancs, assez Mhm. dure. Et on a déjà vu que même en France, parfois, il y a une Mhm. justice qui peut être Mhm. très laxiste avec certaines personnes et pas avec d'autres. Donc, je n'ai pas l'impression que cet État soit si faible finalement. Alors attention, la classe dirigeante peut être forte, l'État en tant que structure est faible. Pour preuve, pourquoi dans les deux, pourquoi c'est pas uniquement par idéologie que le Premier ministre britannique, aussi infect soit le personnage, dans son néo-blairisme. Euh, Même si je pense que c'est un tout petit bras, hein, au sens Jamel Debbouzyien du terme. Euh, le... C'est pas uniquement pour ça qu'il tape sur les autochtones. C'est parce qu'il a peur d'une révolte immigrée aussi. Ils sont terrorisés par ça. Tout comme d'ailleurs, rappelez-vous que le premier ordre lors des émeutes de banlieue en France, c'était empêcher l'autodéfense des populations. Hein. Car si tu veux, c'est ce que je voulais dire dans la repolitisation. Parce que dans la repolitisation, il y a à la fois, euh, comment dire, c'est ce que j'ai traité dans les deux points. Pourquoi ça n'arrive pas en France et pourquoi il faut repolitiser la question migratoire pour pouvoir poser à travers elle la question de l'autodéfense des populations. Mais si tu veux, l'État, c'est une notion qui vit du fait de contrôler et de contrer. Or, là, il ne contre pas, il s'interpose parce qu'il a peur d'une des parties. Enfin, parce que la classe dirigeante qui le tient a peur d'une des parties. Elle est de connivence idéologique avec lui, avec une partie d'ailleurs pas avec l'immigration, ça n'a pas de sens. Pour une part des élites occidentales, l'immigré assimilé est ce qu'il y a de pire. Rappelle-toi ce mot extraordinaire de Joe Biden sur, alors certes, les Afro-Américains qui ne sont absolument pas des immigrés, qui sont des natifs, mais qui est repris par les démocrates sur les Mexicains votant Trump. Bah, oui, oui, mais vous êtes plus tout à fait des Mexicains. Biden a vu cette phrase, un noir qui ne vote pas démocrate n'est pas noir. Psychiatrique. Psychiatrique. Or, pour eux, et je le vois dans mes propres rangs, quand quelqu'un veut s'assimiler au point de devenir nationaliste, ce que la plupart des Français ne sont pas, même pas parce que la plupart des Français ne sont pas politisés, et puis ils ont leur compte à soi sur des tas de sujets. Le système est infect avec. Infect. Or, si tu veux, la classe dirigeante joue l'État contre sa propre logique pour éviter l'autodéfense. Parce que l'autodéfense, évidemment encadrée, proportionnée,
C'est un fait de citoyen. Le citoyen est en armes pour défendre sa patrie, pour des questions de défense et d'autodéfense. Tu comprends? Et il faut pas oublier une chose. Par quoi a réagi M. Stirmer? Il a réagi par la censure. Mais la censure, c'est l'archétype de l'État faible, la censure. C'est quoi un État fort? Je reprends la phrase de Thierry Molnier. Un État fort, c'est l'État qui supporte le maximum de liberté en son sein. En ce sens, la Grande-Bretagne peut devenir forte, parce qu'elle en a maintenant les moyens. Elle a juste à affronter la classe qui veut revenir, qui est réactionnaire au sens propre. Elle veut revenir à l'état d'avant. Elle veut revenir à l'Angleterre soumise. Tu vois? Or, le problème, c'est que cette classe-là, qui vraiment n'a, tu vois, qui est passéiste au dernier degré, c'est-à-dire que, tu vois, elle ne veut pas se retrouver en tête à tête avec le peuple, parce qu'elle lui prête des volontés de règlement de compte qu'en plus les peuples n'ont pas, parce que les peuples, ils veulent vivre tranquille. Parfois même, je le regrette. Mais en réalité, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont un tel besoin de l'immigration. Monsieur Mélenchon l'a dit un jour, ne nous laissez pas avec eux. Ah bah oui, bien sûr. Parce que si on te laisse avec nous, on a deux, trois comptes à régler, mon grand. Et pas qu'avec toi. D'ailleurs, avec toi moins qu'avec d'autres. Mais comme c'est toi qui l'as balancé, la connerie, il n'y a pas de raison que tu la payes pas. Mais tu vois ce que je veux dire? En réalité, c'est justement parce qu'ils veulent pas redevenir des États forts. Pour une raison qui est très simple. Tu as une guerre des élites illégitimes contre l'État. Parce qu'ils savent très bien que le peuple peut sécréter en état de choc et d'urgence des élites légitimes. Donc l'État devient un enjeu de pouvoir pour ces gens, parce qu'ils savent qu'ils sont les valets de classes transnationales qui n'ont peur que d'une seule chose, c'est de la révolte d'un État. Ils n'ont pas peur de la révolte des populations. Ils savent que les populations ont un pouvoir de révolte qui est limité dans le temps pour une raison qui est très simple. C'est que la plupart des gens, ils ont un boulot, ils ont une famille, ils ont des crédits. On oublie à quel point le crédit à la consommation et le crédit de longue durée, particulièrement le crédit immobilier, Papacito le dit encore très bien, ça, limite le pouvoir de révolte. Eux, ce qu'ils ont peur, c'est que la nation reprenne son bien, qu'elle reprenne l'État. Ça c'est une trouille phénoménale. La peur irraisonnée, irraisonnable du populisme est liée à ça. Tout simplement parce que ces gens-là savent que face à un vrai État, premièrement, ils vont être déqualifiés d'un point de vue de compétence. Deuxièmement, il va falloir servir un intérêt national, donc servir un truc qui est au-dessus d'eux. Or, tu as affaire à de grands enfants égoïstes, enfin, même pas de grands enfants, de grands adolescents boutonneux et irresponsables, tu vois, qui ne veulent que piquer un peu d'argent parce que c'est l'argent de poche de papa en amélioré et qu'extérioriser leur petite dragouille, quoi. Voilà, c'est le monde selon DSK, quoi. Un peu de maille et un peu de partie de fesses. Bon, excuse-moi, c'est pas glorieux. Or, il n'y a rien qui fait plus peur à ces mecs-là qu'une logique politique étatique. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont une telle trouille de Poutine qui leur a jamais rien fait, de Xi Jinping qui leur a jamais rien fait, et dès qu'il y a un mec qui relève son pays, même le Salvadorien, il leur fait peur. Pourtant, tu vois, le Salvador va pas marcher sur Copenhague, marcher sur Helsinki ou marcher sur le Marais à Paris. Mais dès qu'un mec remet un État d'équerre, tu vois, par exemple, Milei, il leur fait pas peur, parce que Milei, il affaiblit l'État, donc voilà, il est urticant. Le cas typique, c'est Bolsonaro. Bolsonaro, quand il a été qu'un droitard urticant idiot au début de son mandat, on se foutait de lui, ha ha ha, poi poi. Quand il s'est mis à dire que finalement, vu que le Brésil, l'intérêt national du Brésil, c'est de bien s'entendre avec la Russie, quand il est devenu un homme d'État, ce que ça veut dire un homme d'État, là, d'un seul coup, c'est devenu l'abomination de la désolation. Ils ont peur de la logique étatique. Il n'y a rien qui leur fait plus peur que ça. Parce que l'étatisme est un régime en soi. C'est pas un socialisme, l'étatisme, c'est autre chose. Mais ça leur fait peur. Ça leur fait peur, parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vivent dans la trouille de l'armée. Enfin, faut voir ce que c'est l'élite française, ou ce qui reste de l'élite, ou la part de l'élite britannique.
Le seul homme qui a des hommes qui ont des envergures d'hommes d'État en Grande-Bretagne, mais il y en a plus qu'en France. Mais les mecs sont terrifiés par ça. Tout simplement parce que dans un vrai État, bah, il y a des tas de parasites, autochtones ou immigrés, peu importe, hein, et qui vont apprendre à marcher à l'ombre. Ils n'ont pas envie de marcher à l'ombre, comprends-les. Donc ils préfèrent le chaos et la tyrannie anomique. Parce que l'avantage de la tyrannie anomique par rapport à une logique étatique nationale, c'est qu'un État, ça n'a pas d'amis. Un tyran, un tyran, ça a des clients. Prends le cas d'un vrai État, la France des années 60. Tiens, on va prendre mieux, parce que si tu veux, pas mieux, mais autre. Vois le film Les Gabin, le président. Quand le personnage qui est joué par Bernard Blier, qui, si mes souvenirs sont bons, s'appelle Chalamon, trahit la France en donnant à son beau-père, qui je crois est patron d'une banque reliée au Trust Vogel, euh, le, euh, la date d'une dévaluation, ce qui lui permet de jouer contre le franc. Gabin le confond après et lui dit: les 3 malheureuses années de prison que je peux vous garantir ne sont en aucun cas une réparation à l'égard de l'État. C'est ça une logique étatique. C'est qu'à un moment, l'institution, parce que l'institution incarne la survie collective, elle est supérieure à tous les hommes qui la composent. Parce qu'à la fin, il n'y a que les peuples qui comptent, et donc l'État est là pour les protéger. Et c'est pour ça, toute l'élite doit y passer. Dans la logique étatique, on ne fait pas de plaisir, mais ça peut. Tu comprends? Donc, tu vois, il n'y a rien qui leur fout plus peur que ça. Parce que eux, ils préfèrent le tyran anomique. C'est pour ça qu'ils aiment le mondialisme. Le mondialisme, à la fin, ça terminera dans des logiques tyranniques. La France est bien placée pour le voir. Regarde, Mm. quand tu es face à une logique tyrannique, même si le tyran est un laquais de la xénocratie, oui, bien sûr, mais les tyrans le sont par nature chez les Grecs, des laquais de l'étranger. C'est pas nouveau, ça. Or, quand tu es face à un tyran, qu'est-ce que tu veux être? Tu veux être son client, tu veux être son mignon, tu veux être Mm. Sébastien Séjourné, tu veux être, tu veux être Bernard Arnault. Voilà. Donc tu veux être un parasite, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Or, alors que quand tu es face à l'État, tu es face à l'État. Et l'État est implacable. Particulièrement si tu es un prédateur vis-à-vis du peuple, parce que l'État étant le prédateur des prédateurs, il va te bouffer. Pour de bonnes et pour de mauvaises raisons. Les libéraux te diront: oui, mais c'est pour que l'État nous empêche de bouffer les petits parce que il veut les rançonner. C'est arrivé, c'est vrai. Certains États, dans certaines cultures, en France moins. Parce qu'en France, l'État, il a pas toujours rançonné les petits, c'est pas vrai. Donc, souvent, il rançonne les gros en France, l'État. Mais, or, voilà, c'est aussi simple que ça. Là, tu n'as pas affaire à des États forts, tu as affaire à des élites compradors qui font dans leur froc, qui utilisent l'appareil répressif euh, pour éviter que l'appareil d'État, qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus vaste que l'appareil répressif, leur file entre les mains. Non, là, si tu veux, je peux tout à fait comprendre que les gens le pensent. Le problème, c'est que, tu vois, les gens à la fois le pensent, mais ne le ressentent pas. Ils le pensent quand ils ont vu les gilets jaunes se faire taper dessus. Le problème, c'est que les Français, la même classe en France, croient beaucoup à l'armée. Parce qu'ils Mm. savent qu'il y a, en réalité, si tu veux, on est face à une vieille question de la pensée occidentale. J'en parlais avec Laurent Ozon, tiens. On est face à la logique, euh, à une vieille logique occidentale qui est la logique du roi, qui est la logique du roi absent, tu vois, du retour du roi. C'est-à-dire, alors Mm. pas du tout dans le sens royaliste, c'est-à-dire que, si tu veux, le pouvoir est vide. Et on attend le pouvoir légitime, tu vois. C'est pour ça qu'on a toute une mythologie du sommeil dans notre culture profonde. Tu vois, Cernunnos dort, Arthur, donc le roi Arthur. Euh, et donc, si tu veux, on attend que le vrai roi, enfin le roi caché, ce qu'on appelle le roi caché, revienne. Or, si tu veux, parce que là, on n'a même pas les accusés d'être des usurpateurs, ils ont la gueule de ce qu'ils sont. Tu vois, si tu veux,
ils sont de plus en plus, tu vois, euh, ils sont même possédés par ce qu'ils sont. Tu vois, il suffit de voir une photo récente de Tony Blair pour voir à quel point le mal marque. Or, voilà, nous ne sommes qu'au début du combat. L'État est un enjeu. Le problème, c'est que pour être digne de l'enjeu, il faut pas décréter, mais sécréter des hommes d'État. Ça va être ça le plus compliqué parce que on ne détruit que ce qu'on remplace. Et si on n'est pas capable de les remplacer, ils nous vaincront. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.